Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Moi, je suis contre l'idée qu'il faut se diminuer puis se dévaluer. Mais j'aime pas trop, mon spectacle il est pas assez bon, moi je suis pas assez bon, moi je suis pas assez si. Non, comme il y a des choses sur lesquelles tu vas travailler. Mais tout ce que tu le dis parce que c'est bon. Tu le dis parce que t'aimes ça. Sinon, dis-le pas. Moi, je comprends pas pourquoi avant je disais « Ah, mais c'est pas assez bon ce que je fais. » Bro, si c'est pas bon ce que tu fais, ferme ta gueule. C'est ça que je me dis comme maintenant. Comme, pourquoi tu vas monter déranger des gens avec quelque chose que toi-même tu trouves pas bon? Non, voici le meilleur que j'ai à offrir en ce moment. Je sais que je peux m'améliorer, mais ça, c'est le mieux que j'ai en ce moment. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui dans le podcast Adib Al-Khalidé, qui est humoriste, comédien, réalisateur et maintenant chanteur, musicien. Moi, j'ai découvert avec l'humour, plus particulièrement avec un sketch qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle Le Parc à chiens, et que je vous invite à aller regarder maintenant, là, tout de suite, sur YouTube, avant même d'écouter cet épisode. Adib a aussi participé à plein de formats vidéo sur le web, dont Like Moi, qui depuis a été adapté en France, dont La Boscawa aussi, avec un certain Roman Fraissinet. Adib a aussi écrit 3 spectacles, et il a un show de 30 minutes sur Netflix dans Humoriste du Monde, et c'est un 30 minutes que j'aime beaucoup, non seulement parce qu'il est très drôle, mais il est aussi très bien écrit, et il parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et qu'on aborde dans ce podcast assez régulièrement. C'est la différence qu'il peut y avoir entre la personne qu'on est et celle qu'on voudrait être, celle qu'on montre aux autres. Donc c'est vachement intéressant, allez checker ça. Il a fait du cinéma aussi, Adib, il a fait un court-métrage qui est très joli, puis il a fait un long-métrage qui s'appelle Mon ami Walid, qui parle de maladie mentale. Il a joué dans le film Mathias et Maxime de Xavier Dolan, et puis là il s'est lancé dans la musique, puisqu'il vient de sortir son premier album sous le nom d'Abélaïde, ça s'appelle Les Cœurs du Mal. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour la sincérité, la lucidité, l'intelligence et la beauté qu'il met dans tout ce qu'il fait. En plus d'avoir regardé toutes ses œuvres, j'ai écouté pas mal de podcasts dans lesquels il était invité. Et je le trouve toujours très intéressant, très nuancé. Donc je suis vachement heureuse qu'on ait pu discuter tous les deux. On a parlé de plein de trucs, de la peur de tenter des choses, du regard des gens, du besoin de s'intégrer, du fait d'oser toucher à plusieurs domaines artistiques, de la nécessité de voir de la beauté pour être créatif, d'à quel point on peut se sentir malheureux quand on fait quelque chose avec lequel on n'est pas totalement en accord à l'intérieur de soi. Et dans ce podcast, Adib fait aussi beaucoup de métaphores à base d'eau. J'espère que ça vous plaira. Pourquoi t'es allé vers l'humour en premier, alors que maintenant tu fais full truc, tu fais du cinéma, tu fais de la musique et tout? Pourquoi t'es allé vers l'humour en premier? C'est parce que je pense que l'humour en art, quand tu viens d'un quartier où, disons, un quartier qui n'est pas enraciné dans la culture bourgeoise de ta société. Je sais pas, en tout cas, je viens d'un endroit où j'ai pas vraiment été exposé à la culture et à l'art autre que ce que mes parents écoutaient comme musique qui venait de leur pays d'origine. So, je pense que l'humour, c'est un peu comme le basket, le foot ou le rap. Genre, ça, je pense que c'est ce qui paraît le plus logique et accessible pour quelqu'un qui veut sortir de sa condition quand cette personne-là sait qu'elle n'ira pas à l'école. Je pense que c'est ça qui m'a mené vers l'humour, parce que oui, j'aimais beaucoup faire rire les gens, j'aimais tout ça, c'était très présent, mais en tout cas d'un point de vue, tu sais, quand j'étais petit, j'aimais dessiner, j'aimais écrire de la poésie, j'aimais écrire des histoires, il y a plein de trucs que j'aimais faire. J'étais obsédé par les caméras, par prendre des photos, par filmer des trucs. Je veux dire, si quelqu'un avait vu que j'avais j'ai envie de dire aptitudes, parce que je pense que c'était déjà des aptitudes quand j'étais jeune, sûrement qu'on m'aurait dirigé dans cette direction-là, mais personne n'a vu ça. Donc, j'imagine que quand t'as une volonté de créer à l'intérieur de toi, mais qu'on t'a pas appris comment, puis on t'a pas expliqué le chemin à prendre, l'humour, ça devient la chose la plus viable. C'est pour ça que je trouve que c'est possiblement une des formes d'art les moins corrompues, parce que même si tu
même si c'est inaccessible, il suffit que tu aies accès à une scène et que tu aies accès à un public pour savoir si tu es à ta place. Si le public rit, tu sais que c'est gagné. Si tu fais rire les gens en humour, on te rappelle. Ça finit là. Ça s'est bien passé, du coup, les tout débuts? Pas vraiment, non. Moi, j'ai trouvé ça très, très humiliant, moi, au début. Puis, je trouve ça très difficile. J'ai vécu des émotions. Je pense que je revivrai plus jamais de ma vie. C'est impossible de revivre ce que j'ai vécu à mes débuts. C'est comme chaque bid que je prenais, c'était l'équivalent de genre... J'ai comme pas les mots pour décrire la sensation, mais c'est comme si on m'amputait des morceaux de mon esprit. Je quittais la scène avec, il manquait quelque chose à mon âme. Tu sais, comme, j'avais vraiment senti que, je sentais que le bid et l'expérience, le traumatisme avait bouffé quelque chose de mon énergie vitale, de l'âme, de l'esprit qui m'habite. Donc, je trouve que c'était des expériences très, très difficiles. J'ai jamais revécu ça. J'ai revécu des trucs que je peux considérer gênants, honteux, humiliants, mais jamais avec la même... j'ai envie de dire avec la même vélocité, parce que ça vient comme un coup que tu t'attends pas à prendre dans ton amour-propre, ou peut-être que j'avais même pas d'amour-propre à cette époque-là, fait qu'on peut juste dire dans ton ego, ton orgueil. Mais il y avait quelque chose quand même, je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me disait de continuer, donc j'ai continué, mais ça aurait fait 100% du sens que j'abandonne l'humour. Là. En fait, j'aurais définitivement dû abandonner, dans le sens où j'étais vraiment pas bon. J'aurais vraiment dû abandonner. Pourquoi t'as pas fait du basket? Parce qu'au parc, les gars, ils voulaient pas que je joue au basket avec eux. Bébé! Je te jure, ils voulaient pas que je joue avec eux. Ils voulaient pas que je joue au foot avec eux. J'étais un peu un loser, moi, quand j'étais petit, dans le sens où j'avais pas d'amis dans mon quartier. J'avais pas vraiment d'amis. Mais t'as eu 12 000 quartiers aussi. Hein? T'as vécu dans 12 000 endroits aussi. T'avais pas de... Ouais, exactement. Ben, entre l'âge de 0 et 8 ans, j'ai déménagé peut-être 12 fois. Donc, j'ai très peu d'aptitudes sociales. Le concept d'être ami, puis d'appartenir, puis de bonder, de connecter avec des gens, ça m'a pris beaucoup de temps à développer. Jumelé au fait que j'ai des goûts et une sensibilité qui fait en sorte que c'est vraiment pas tout le monde qui se sentent à l'aise en ta présence. Je suis très à l'aise avec ça aujourd'hui, mais ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que, OK, genre, les choses que j'aime et ma manière de parler, ma manière de réfléchir, ma manière de m'exprimer, le fait que je pleure à tout et à rien, que je sois très sensible, très émotif, je suis ému à très peu. Un très petit truc va m'émouvoir. Émouvoir? Ouais, va m'émouvoir. Je sais pas, en tout cas, bref, j'avais une autre lettre qui voulait rentrer dans ce mot-là. J'étais comme... Bon, tu peux la mettre, hein. Honnêtement, c'est un espace de liberté. Non, c'est ça. Mais anyways, le point, je pense, c'est que quand j'étais jeune, c'était vraiment... J'avais pas beaucoup d'amis, mais en même temps, j'avais pas besoin d'avoir des amis pour jouer ou pour m'amuser. Je trouvais toujours le moyen de m'amuser. J'étais toujours en train de jouer dehors, en fait. C'était pas pour moi le fait de pas avoir eu beaucoup d'amis. Je veux dire, je pense avoir porté en moi le rejet, mais je pense pas avoir tant que ça laissé cet élément nuire à mon plaisir d'enfant. Je m'amusais, je sortais dehors, j'étais toujours en train d'organiser des parties de cache-cache. Je sais pas si vous dites cache-cache, vous jouez à cache-cache? Ouais, mais est-ce que tu jouais tout seul, du coup? Non, mais en fait, non, parce que moi, j'allais frapper à la porte de... Vraiment, j'habitais dans une espèce de complexe immobilier où il y avait 5 gros immeubles. Dans chaque immeuble, il devait avoir genre, je sais pas... 125, 150 appartements. Donc, il y avait beaucoup d'enfants dans les immeubles. Moi, j'avais comme ma liste d'enfants qui voudraient peut-être jouer à cache-cache. J'organisais des parties de cache-cache.
J'allais frapper à la porte de Toulouse, je faisais chier tout le monde et tout. Toujours en train d'organiser. Puis en rétrospective, il n'y a aucun de ces gars-là avec qui j'ai joué des centaines de fois, et puis ces filles-là avec qui j'ai joué des centaines de fois à cache-cache, on n'est plus amis aujourd'hui. Il n'y en a pas un avec lequel j'ai entretenu des liens d'amitié. Mais j'étais toujours en train de jouer jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Moi, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, moi, j'étais comme... Je sortais de la maison, c'était pour jouer dehors, c'était pour... nous, ici, on joue beaucoup au hockey. So je jouais au hockey, que ce soit l'été ou l'hiver. Ouais, j'ai toujours été... C'est ça, je pense que ça a toujours été le truc le plus important pour moi, c'était de jouer. Et comment t'as fait pour gérer ce fait de pas trop arriver à t'intégrer, à genre mettre les autres à l'aise et tout au moment de l'adolescence, parce que ça doit être hyper trash en fait. Ouais, ben moi c'est que dans le fond je me faisais beaucoup tabasser à l'école primaire. Ici on dit, je sais pas c'est comment chez vous. Ouais, c'est pareil en Belgique. Ok, bon, ben à l'école primaire je me faisais beaucoup tabasser. Puis mon père m'a inscrit à des cours de karaté parce qu'il était vraiment fatigué que je rentre à la maison en pleurant puis en disant tout le monde me tabasse. So, j'ai pris des cours de karaté puis j'ai appris à donner des coups de poing. Après ça, j'allais à l'école, j'avais les poings serrés, j'étais comme le premier qui fuck avec moi. Le premier qui s'approche de moi, j'essaie mes nouveaux tricks sur sa face, là, tu sais. Surtout que le karaté, c'est pas tant, c'est ça. C'est pas violent. Non, mais t'apprends à donner des coups de poing, en fait. C'est ça, je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'ils t'apprennent à fermer ton poing, ils t'apprennent à expédier le coup de poing, tu pratiques le geste avec eux tellement de fois que ça devient quelque chose de possible, en fait. Le coup de poing devient quelque chose de possible. Puis moi, je suis persuadé que je déteste quand je dis des choses comme ça, je me déteste d'avance de le dire, OK? Mais je dois le dire. Je pense que tout le monde devrait faire des arts martiaux. Je sais que c'est grave de dire que tout le monde devrait faire quelque chose. Mais je pense vraiment que on devrait faire de la place à l'idée de pouvoir se défendre dans la vie. C'est comme si on m'a jamais explicitement décrit l'importance de pouvoir se défendre avant l'âge de genre 28, 29, 30 ans. J'ai commencé à tomber sur des penseurs qui expliquaient l'importance d'enseigner à son esprit que s'il y a un problème, moi, je suis là pour moi. Je suis là pour me... Mais bref, mon père a eu le bon réflexe quand j'étais jeune de m'inscrire au karaté parce qu'il était un grand fan de karaté. Puis il m'a dit, tu sais, c'est pas parce que je t'inscris que tu vas frapper les gens. Le karaté, on se défend. C'est ça, c'est toujours la force minimale requise. Ça a été ma première leçon avec mon père par rapport au karaté. So, j'en ai pas fait longtemps, je pense que j'en ai fait juste 1 an ou 2. Puis après quand j'ai quitté l'école primaire, j'arrive au secondaire. Puis au secondaire, dans ma tête, je m'étais promis durant l'été, avant le secondaire, je m'étais fait la promesse que à l'école secondaire, je ne serais pas la tête de Turc. Je ne serais pas le bouc émissaire. Je ne serais pas le gars qui se ferait tabasser. Donc, c'est là que je pense que j'ai vraiment développé l'humour. Et ça a marché direct? Ça a marché direct dans le sens où je pense que je suis rapidement devenu genre le gars le plus drôle de l'école. Je dis pas ça genre pour me flatter. Je dis ça genre je gagnais des prix, là. Ok. Genre, il y avait souvent des trucs, genre, c'est qui la personne la plus drôle de l'école? Puis là, tout le monde votait en classe. Puis là, je veux dire, c'est des cadeaux que mes camarades me faisaient parce que je les faisais beaucoup rire. Au début, je me rappelle au début de l'année scolaire, quand on nous annonçait dans quelle classe on était, donc avec quel groupe d'élèves on était, je me souviens très, très bien que mes camarades de classe, quand ils voyaient que j'étais dans leur classe, ils étaient tellement contents parce qu'ils savaient que j'allais foutre la merde, là, tu sais. Ils savaient que j'allais faire chier tous les profs avec des jokes et que j'allais toujours être... Parce que c'était ça, mon identité, c'était ça au secondaire. J'étais
J'étais le petit con qui a toujours quelque chose à dire. Tu sais, toujours un petit truc à dire, toujours une petite phrase ou une petite joke ou toujours interrompre le professeur. Je suis vraiment une merde, là, tu sais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, je te dis, je me faisais en cours. Je recevais tellement d'amour de la part de mes camarades pour ça. Et très rapidement, je suis devenu comme une espèce d'intouchable à l'école, dans le sens où tous les groupes, malgré le fait que il y a beaucoup de ségrégation secondaire, là, tout le monde est ségrégué par ses goûts musicaux, ses valeurs, le genre de fille ou de garçon que t'aimes, les souliers que les baskets que tu portes. Là, mais moi, j'avais un accès à tous les groupes. Tout le monde m'accueillait dans son groupe, ou presque tout le monde. Je sais pas si c'est tout le monde, mais presque tout le monde, parce que je pense que quand t'es drôle, tu fais peur à personne. Personne te prend au sérieux. Tu sais? Ça, c'est parce qu'ils savaient pas que tu faisais du karaté. Ils savaient pas que je faisais du karaté. Ils savaient pas que je faisais du karaté, mais au secondaire, j'avais plus vraiment besoin de faire du karaté parce que justement, l'humour, moi, ça a mal commencé, l'humour, dans le sens où j'ai commencé l'humour par beaucoup de moqueries, c'est sûr que je me moquais de moi-même, mais je me moquais beaucoup des autres, de mes camarades de classe. Ça m'a pris un peu de temps, ça m'a pris 1 an ou 2 comprendre que, genre, l'humour, ça pouvait blesser les gens, que je savais pas qu'est-ce que telle personne avait vécu chez elle, dans sa famille, dans sa vie et tout. Donc, tu sais, des fois, aujourd'hui, je vois des gens qui commencent à faire de l'humour je sais pas, genre, à 25-30 ans, puis je les vois faire des trucs où je me dis, c'est sûr qu'ils passent par là, genre, ils se sentent confortables, ils se sentent à l'aise d'insulter quelqu'un pour faire rire, mais un jour ou l'autre, on réalise tous que il y a une façon de faire rire beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sans vraiment ridiculiser, tu sais, une personne en tant que telle. Moi, je préfère toujours m'adresser à des masses anonymes, ou sinon, si je m'adresse à une personne, il faut vraiment, vraiment, vraiment que la personne, elle l'aille chercher, là, tu sais, je veux dire. C'est ça, je reviens à l'idée de force minimale requise. Pour moi, c'est c'est maximal de s'attaquer à un individu. Dans mon esprit, à moi, c'est grave. C'est quand même très grave, mais c'est grave pour des raisons personnelles. C'est parce que j'ai vu des choses dans ma vie qui m'ont fait réaliser que, OK, j'ai tout intérêt à ne pas... Je gagne beaucoup plus à prendre pour acquis ou présumer que chaque individu que je croise a sûrement vécu des choses fucked up dans sa vie, puis que avant de rire avec quelqu'un ou rire de quelqu'un, j'aurais peut-être intérêt à développer une relation avec la personne. Et quand tu utilisais, quand tu étais un peu dans tous les groupes comme ça, que tu papillonnais en secondaire, est-ce que tu arrivais quand même à avoir des relations un peu plus intenses avec les gens, ou tu étais toujours vraiment dans cette posture de petit clown Je me rappelle que depuis que je suis petit, je suis très traumatisé par le racisme. Premièrement, j'étais vraiment traumatisé par le racisme intra-religieux. Genre, dans mon esprit, ça faisait aucun sens que... genre, il fallait que je suis né dans une famille, mettons, qui pratique telle religion, que mon voisin est né dans une famille qui pratique une autre religion, et que juste parce qu'on est né à un endroit différent, on peut pas être les meilleurs amis du monde. Moi, ça pour moi, c'était vraiment un traumatisme de comprendre ça. Puis d'ailleurs, je l'ai jamais intégré à mon esprit, mais jamais sous aucun prétexte. Puis je me rappelle que j'étais vraiment affecté par le fait que les Juifs puis les musulmans pouvaient pas être des amis. Ça me faisait beaucoup, beaucoup chier. Donc, mes 2 meilleurs amis, mes 2 premiers vrais amis au secondaire, c'était 2 Juifs. Puis j'avais des vraies relations avec eux, là, vraiment. Mélissa puis Bernard. Je leur parle plus aujourd'hui. mais je me rappelle qu'au secondaire, c'était mes 2 premiers vrais amis. Je pense que c'est les 2 premières personnes qui m'ont vraiment aimé pour qui je suis. Et que moi, j'aimais pour qui ils étaient. Puis les 2 étaient juifs marocains. Donc, ça
ça facilitait quand même. Il y avait quand même des points en commun, quand même. Il y a des points culturels qui sont les mêmes. Parce que moi, je suis moitié marocain. Puis il y avait d'autres points sur lesquels j'étais juste, je pense, heureux au secondaire de pouvoir inconsciemment devenir un adulte puis prendre mes propres décisions. Puis j'ai toujours détesté. Je pense que j'ai toujours détesté toute forme de tribalisme. Ça m'énerve. Genre, c'est pas que ça m'énerve. C'est pour moi une des formes de bêtises les plus vilaines, les plus dangereuses. Puis je veux pas faire comme si genre je sais pas meilleur que quelqu'un parce que j'ai réalisé ça jeune, mais j'ai une aversion pour ça depuis que je suis petit. J'ai une réelle aversion pour ça. Puis tout le monde dans ma famille le sait que je ne suis pas capable de tolérer la stupidité tribale. Les espèces de comme OK parce que ça c'est ma couleur de peau, il faut que je chill avec des gens qui ont ma couleur de non, c'est comme non man. Moi je fais une distinction entre les besoins politiques. Par exemple, je peux 100% me battre et revendiquer une égalité d'opportunités parce que évidemment quand des gens sont pas en majorité dans une société, il est possible que certaines lois de manière inconsciente ou consciente les désavantagent. Quand on réalise que le profilage racial au niveau de la police pour des raisons de culture pour des raisons de codification inconsciente, de plein de trucs qui se passent au fil des ans qui font en sorte que, OK, il y a plus d'Arabes, de Noirs qui se font arrêter. Moi, je peux 100% militer pour ça puis dire, je vais me battre pour ça. Ça, c'est une forme de... Pour moi, c'est pas du tribalisme, ça. Parce que je ferais la même chose pour les personnes à mobilité réduite. Je ferais la même chose pour les femmes. Je ferais la même chose... À partir du moment où un groupe d'individus est soumis à des injustices qui ne sont pas nécessaires pour le simple fait d'être né dans un contexte historique qui les désavantage, et tout ça par paresse, tout ça parce qu'il y a simplement personne qui veut se tenir debout et dire il y a moyen de réparer ce tort ou de corriger ce phénomène. Mais pour moi, c'est pas tribal, ça c'est juste l'honnêteté et le courage de dire je crois à une certaine forme de justice. Je crois même que c'est un idéal humain qui est très respectable et qui, malgré toute la merde dont on est capable, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait de notre espèce quelque chose de potentiellement agréable. Je dis potentiellement parce qu'on n'est pas toujours agréable. Ouais, non. Non, mais tu sais, mais c'est ça. Mais je veux dire, au niveau individuel, moi, ça m'a toujours pué au nez de pas pouvoir chiller avec des blancs parce que j'étais arabe, de pas pouvoir chiller avec des noirs parce que j'étais arabe, de pas pouvoir, tu sais, comme... C'est comme... Non, man. Moi, je pense vraiment... Moi, je vis dans le vieux cliché que genre, on est juste une fucking race humaine, that's it. Il y a rien... Je comprends qu'il y a des distinctions puis il y a des différences culturelles. Je pense que c'est important de célébrer la différence, mais d'un autre côté, il faut aussi célébrer ce qu'on a en commun. J'ai l'impression qu'on prend jamais le temps de célébrer ce qu'on a en commun. Ça me fait chier depuis que je suis petit. So. Bref, j'avais des bons amis au secondaire, j'avais des très belles relations. En rétrospective, c'est des relations qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment formé comme être humain, en fait. Ouais. Et quand t'es arrivé à l'École nationale de l'humour, comment ça s'est passé? Parce que là, t'étais avec des gens qui avaient globalement les mêmes envies que toi professionnellement, mais je pense que c'est dans le podcast de PB Rivard que tu disais que ça avait été horrible, en fait, pour toi, ces 2 années-là. Ben, moi, j'ai pas aimé... En fait, c'est injuste de ma part de dire que j'ai pas aimé mon expérience parce que ça reste un endroit qui m'a beaucoup appris,
Je veux dire, ça m'a mis en contact avec les bonnes personnes. J'ai entendu des choses dans cette école-là. Il y a des phrases qui ont résonné dans ma tête qui, à ce jour, je me rappelle de chaque lettre, chaque virgule, l'intonation. J'ai des souvenirs très clairs de certaines choses qui m'ont été dites là-bas et qui ont complètement marqué ma progression puis mon existence. Mais d'un autre côté, je ne tolère pas les gens qui font de l'aveuglement volontaire. Je ne tolère pas la paresse. Je ne tolère pas l'immoralité. Je ne tolère pas la moralité. Donc, c'est des choses que je tolère, mais zéro. Et puis, j'ai vu beaucoup de ça là-bas. Moi, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu des gens qui abusent de leur pouvoir. J'ai vu des professeurs qui voient les jeunes, les jeunes qui ont tellement peur de réussir ou d'échouer dans cette carrière et qui se font miroiter on leur donne l'illusion que s'ils sont gentils, on va leur donner du travail. J'ai vu des choses. C'est le genre de... J'ai vu une absence de sagesse dans un endroit où je m'attendais à une sagesse absolue. J'ai vu des choses que je ne tolère pas dans la vie. OK? Je vais jamais tolérer quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Je vais jamais tolérer quelqu'un qui est dans une position de sagesse et qui agit avec manque de sagesse, qui agit avec... Je peux pas. Je peux pas. Puis je sais que j'ai rien à enseigner à personne. Je sais que j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais je ne tolère pas ces choses-là. Donc, ça a toujours été comme ça. Je vais à l'école. Si je trouve qu'un prof abuse de son pouvoir, ou si je trouve qu'un prof est paresseux, ou je trouve qu'un prof est pas passionné, j'écoute pas et je m'en bats les couilles. Par contre, si je tombe sur quelqu'un qui incarne pleinement son poste et qui est là et qui est passionné et qui fait preuve de sagesse et qui nous guide vers les meilleures versions de nous-mêmes, ben là, je vais être un vaillant soldat pour cette personne-là. So, à l'école de l'humour, j'étais pas un vaillant soldat pour personne. Parce que je trouvais... Il y avait trop de choses que j'aimais pas. Puis en rétrospective, je réalise que je suis très sévère comme personne. Et je ne vais tout simplement plus dans les endroits où je sens que mes valeurs et mes standards ne seront pas atteints. Puis, c'est pour ça donc que tu restes chez toi. Ben, mais c'est exactement ça. Je sais que ça va sonner comme une joke, mais je suis en sécurité chez moi parce que, un, mes standards, je les atteins, puis deux, mon épouse a des standards plus élevés que les miens. Ça me pousse à m'améliorer. Mais tu penses que c'est pour ça que tu disais que tu avais du mal à t'intégrer, que les gens avaient du mal à cerner un peu la personne que t'es et être à l'aise avec toi, parce que tu remarques les sophismes que les gens utilisent et tu refuses un peu les comportements un peu complaisants, genre quand on sait qu'on fait un truc mal, mais en même temps ça nous arrange parce que ce qu'on y gagne est supérieur à ce qu'on... Ouais, exactement. C'est exactement. Je sais que ça peut sonner arrogant, mais je l'assume à 100%. Je vois ces choses-là. Je les vois depuis que j'ai 3-4 ans. C'est la blague que mon père m'a le plus fait dans ma vie, c'est que je vois ces choses-là. Mon père était toujours en train de rigoler parce que genre dès que je voyais quelque chose de... Dès que mon père abusait de son pouvoir de père sur moi, il s'ensuivait un débat avec moi de son abus de pouvoir sur son enfant. Et je me rappelle de mon père qui éclatait de rire et qui me disait « Mais toi, je pourrais jamais t'en passer une. » Tu sais, comme je pourrais jamais abuser de ta naïveté. Puis ça le faisait chier parce qu'il s'attendait à ça de la part d'un enfant. Puis je suis naïf sur certains trucs, mais par rapport à des gens qui sont en position de pouvoir, j'ai pas de naïveté. Je vois très, très clair. Je vois quand quelqu'un triche. Ça me semble évident. Maintenant, je t'imagine comme l'enfant flippant dans Shining. J'ai pas vu de Shining. On n'arrête pas de me dire qu'il faut que je le voie, mais j'ai pas vu. Mais non, moi, je pense que j'étais un bon enfant. J'étais un très mauvais ado. J'étais un bon enfant. Ouais, tu sais, j'étais un bon enfant dans le sens... Je faisais ce que j'avais à faire, tu sais. J'étais pas dans... Je regardais la télé, je dessinais, là.
C'est bon, ma job est faite. Je jouais aux échecs. J'avais, tu sais, c'est comme... C'était simple, m'occuper. Je dis pas... Non, mais ado, j'étais pas un bon enfant. J'étais pas un bon ado du tout, mais... Mais ouais, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça dur, moi, l'école, parce que des adultes en position de pouvoir qui abusent de leur pouvoir, ça m'écoeure, ça me dégoûte. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui n'est pas à la recherche de vertu dans sa vie. Ça me dérange pas. J'ai beaucoup de problèmes avec quelqu'un qui fait semblant qu'il est vertueux et qui en réalité abuse des gens. Ça me dérange. Ça me dérange. Et je pense que des fois, dans des écoles, surtout dans des écoles d'art, t'as beaucoup de gens qui sont dans ces postures-là. Puis t'as aussi des gens qui ne le sont pas du tout, et je veux pas être injuste envers eux. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Mais je fais juste dire pourquoi peut-être j'avais pas la sagesse de tolérer ce que je considère intolérable. Aujourd'hui, je pense que ce serait plus simple pour moi. Mais comment t'as fait? Honnêtement, je ne comprends pas, parce que si tes débuts en humour, ça t'amputait l'âme et que genre ta mère a prié pour que tu sois pas pris à l'École nationale de l'humour, Ouais. comment? Et si en plus tu t'étais pas à l'aise dans ce genre d'enseignement et tout, comment t'as tenu plusieurs années? Moi, je pense à un besoin de prouver à la planète au complet que je suis pas une merde. Et ça devait passer par un diplôme? Non, je pense que c'était juste comme... Moi, je pense que derrière... Je pense que je fonctionne comme un... Je sais pas si ça se dit, mais un bimoteur. Je dois avoir une machine... C'est comme... Mon cerveau, mon esprit fonctionne avec un double moteur. Un qui pollue, puis un qui a une énergie renouvelable. Je pense que mon énergie qui pollue, c'est la vengeance. Je pense que quand on veut prouver aux gens quelque chose, on se venge de quelque chose. OK? Mm-hmm. C'est comme pour dire, OK, vous n'avez pas cru en moi, je vais gagner pour vous montrer que je suis pas une merde. Que c'est vous les merdes de pas avoir cru en moi. Tu comprends? Il y avait ce sentiment-là, moi, je trouve, qui me propulsait au début. Sauf que le problème avec ce sentiment-là, c'est qu'à un certain moment, tu ne jouis de rien. Parce que tu t'identifies à cette espèce de volonté de vengeance et ça fait en sorte que t'es pas heureux. Moi, je pense... Tu fais les choses pour les autres et pas pour toi, quoi. Exactement. En fait, c'est en vieillissant qu'on réalise, OK, si je veux me venger de telle personne, c'est moi le premier qui va en souffrir. Tu sais. C'est le bon vieux fameux... se venger de quelqu'un, haïr quelqu'un, c'est se mettre du poison dans ses veines à soi-même et espérer que lui va mourir. Tu sais, c'est comme... ça prend du temps à comprendre ces choses-là, mais à un certain moment, tu réalises, OK, il y a d'autres options. Moi, je pense que j'avais vraiment besoin de prouver à tout le monde que j'étais pas une merde. Je pense que derrière le mot « prouver », pas très loin se cache le mot « vengeance ». Et je dirais que quand t'es jeune, tu veux te venger un peu de tous ceux qui t'ont trahi ou humilié ou ceux qui n'ont pas cru en toi. Moi, j'ai toujours été obsédé par l'idée de pourquoi est-ce que quelqu'un ne croirait pas en quelqu'un? Pourquoi si je te connais pas, je te croise dans la rue, tu me dis je rêve d'être humoriste, mon Dieu, pourquoi est-ce que quelqu'un dirait mais tu vas pas y arriver? Tu comprends? Je comprends pas ça. Puis j'en ai vu beaucoup, moi, des gens qui ont fait ça dans ma vie. Pour moi, c'est... Je vais exagérer parce que c'est ça que je fais dans la vie, mais c'est un crime grave. Là, c'est comme c'est peut-être pas un crime contre l'humanité, mais c'est un crime contre lui-même, man. Tu comprends? C'est grave là. Il y a quelqu'un qui vient de te dire qu'il veut faire quelque chose dans la vie, dans sa vie. Il va viser quelque chose. Il a un point de mire. Il va essayer de se rendre quelque part. Il a un objectif. Il a un sommet à atteindre. Peu importe. Et puis toi, ta première réponse, c'est de lui dire non. Je veux dire, moi, ça m'a... C'est pour ça que je dis, quand tu veux prouver aux gens, ce qui est dommage quand tu veux prouver, c'est que tu veux pas te prouver à toi-même, tu veux te prouver aux gens d'abord, tu sais. Puis j'ai l'impression que se prouver à soi-même, c'est impossible parce que si tu veux juste te prouver à toi-même, ben ça veut juste dire que tu t'acceptes comme t'es, puis t'avances au rythme de tes capacités, puis
t'évolues comme tu peux. Puis c'est pour ça que je dis qu'au début, je pense que le carburant numéro 1, je pense pour n'importe qui, c'est un peu le prouver, c'est la vengeance, Puis après, je pense que là, une fois que tu réalises que tu jouis pas trop de ta vie, puis que t'es pas trop... c'est ça, c'est pas viable comme manière d'avancer, ben là, c'est là, je pense que tu commences à essayer de trouver des façons alternatives et plus durables de faire avancer ton... Mais c'est un peu un cercle vécu. vicieux de les gens qui, en général, descendent les autres en disant « tu n'y arriveras jamais », c'est ceux à qui on a dit ça plus tôt. Ou c'est peut-être, en fait, c'est peut-être même, oui, ça, et aussi, je pense qu'ils ils se le sont dit d'abord à eux-mêmes. Tu sais? Ouais. Il y a des gens qui se le disent à eux-mêmes, il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose dans la vie, puis ils se disent, mais non, pour qui tu te prends, tu y arriveras jamais. Tu sais? Mhm. Donc, quand quelqu'un leur dit, je vais faire ça, ils disent, mais non, mais pour qui tu te prends, tu vas jamais arriver, ou pourquoi tu ferais ça, ou... Puis, des fois, je suis fasciné à quel point les gens, ils réalisent pas. C'est beaucoup plus simple qu'on pense accéder à ses rêves. Je trouve que c'est relatif. Il faut juste pas que t'arrêtes. C'est juste, peu importe ce qui arrive, t'arrêtes pas. C'est pas compliqué. Ouais, mais tu trouves pas... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont juste pas faits pour des choses? Ben, est-ce qu'on... oui, peut-être que toi et moi, chacun dans son côté, quand on est tout seul, on regarde au loin quelqu'un, on se dit, waouh, il n'y a pas les capacités de faire ça. Tu comprends? Mais comme, est-ce que je sais à 100% que quelqu'un n'a pas les capacités de faire quelque chose? Est-ce que par exemple, une des grandes failles de l'être humain, moi je pense, c'est des années d'observation qui me mènent à dire ça. Une des grandes failles, l'incapacité à déceler le potentiel des choses. On est incapable de voir qu'est-ce qu'il y a du potentiel. On n'est pas capable de déceler chez un être humain son potentiel. Comment ça se fait? Il y a tellement de gens dans leur histoire qui te disent « Mais tout le monde m'a dit d'abandonner, que j'étais pas bon. » Tout le monde, sans exception, des sportifs, des athlètes, des n'importe quoi, même des fucking plombiers qui sont passionnés par la plomberie. Il y a des gens sûrement qui leur ont dit tu seras jamais bon plombier, t'es pas bon en soudure, tu seras jamais un bon soudeur. On n'est pas bon pour déceler le potentiel. Parce que le potentiel, c'est quelque chose de métaphysique, c'est pas humain. C'est au-delà de nous. C'est la communication de notre être avec le mystère de la vie. Genre, c'est bizarre, c'est le rapport entre l'action et la formulation d'un souhait. C'est magique, le potentiel. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais pas. T'as tellement plus intérêt à te dire je vais me fier au mystère du potentiel et parier sur sa victoire. À cette personne qui me dit j'abandonnerai jamais, je vais le faire coûte que coûte, j'y vais. Plutôt que... Moi, je connais des gens, ils sont pas bons en humour. Ils ont pas de talent naturel en humour. Mais ils font rire des gens. Ils font rire des foules au complet. Parce qu'ils abandonnent pas. Puis ils abandonneront jamais. Puis je leur dirai jamais, je trouve que t'as pas un talent naturel. OK? Bon, c'est quoi un talent naturel? C'est quelqu'un qui fait pas vraiment d'efforts et puis on sent tout de suite qu'on rit, tu sais? C'est juste ça, un talent naturel. C'est, OK, elle ou lui, il a pas remarqué qu'il était drôle à ce moment-là. C'est talent naturel, tu sais? Il y a des gens, ils font tout l'effort du monde pour être drôles puis ils sont pas drôles. Mais ils travaillent tellement fort qu'ils trouvent le moyen de le devenir. J'en ai vu, Tu penses que tout le monde peut être drôle? Ouais, moi, je connais des gens fucking drôles. Tu sais, comme un humoriste ou une humoriste, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est drôle. C'est quelqu'un qui est capable de formuler une phrase qui fait rire 100 à 1 million d'individus qui ne se connaissent pas. C'est ça le métier. Tu comprends? C'est comme... Parce que des gens drôles, moi j'en connais plein, des gens qui me plient en 4, là, tu sais. Et ils font de l'origami avec moi tellement, genre, ils vont me plier de toutes les manières possibles. Je vais sortir de chez la meilleure amie de ma mère, crampé, là, genre, j'en peux plus. Mais elle ferait jamais d'humour parce que y a rien en elle qui lui dit d'aller
sur une scène et de partager. Moi, je pense que pour monter sur une scène, il faut être brisé. C'est juste des gens profondément brisés. J'en parlais avec Kian, il y a comme 1 an ou 2, on parlait de ça, on était assis à Montréal, puis on parlait, puis je disais, c'est une image avec laquelle j'essaie de m'expliquer un peu ma condition. Imagine ton âme, l'âme de l'artiste, au lieu d'être un voile pur et bien constitué, c'est un voile en lambeaux. Il y a plein de fêlures dans son voile. OK? Et le vent qui traverse ce voile, il siffle, il fait un drôle de bruit. Chaque fois que quelqu'un l'entend, il fait « Waouh, c'est drôle le bruit que le vent fait quand il traverse. » Et là, tout le monde se dit « C'est drôle, écoutez ce bruit, comment c'est drôle. » Et tout le monde oublie que c'est drôle d'abord et avant tout parce que c'est fendu. Il y a des fêlures, parce que c'est brisé, parce qu'il y a des cicatrices qui sont encore ouvertes. C'est ça qui fait que le vent qui passe à travers ces trous, c'est ça qui fait qu'on est drôle. Mais moi, je reste très en contact avec l'idée que je suis une âme en lambeaux. Moi, c'est ça que je suis. Je suis à l'aise avec ça. Ça me fait pas mal de dire ça. Moi, je sais que je vois des gens, des fois, je rencontre des gens, puis je sais que je ressens pas les choses comme eux. Je le sais. Et puis j'accepte. Et comment tu l'as accepté? Ben, c'est qu'à un moment donné, tu choisis ton poison. Tu sais? Il n'y a pas d'autre solution dans la vie. Tout vient avec un coût. Il y a rien qui est gratuit. Même quand on dit c'est gratuit, c'est pas gratuit. Si je te donne une plante, puis je te dis, tiens, je te la donne, elle est gratuite, il faut quand même que tu entretiennes la plante après. Tu comprends? C'est comme, il y a un coût il y a un coût à ce cadeau. Donc, il y a toujours un prix à payer. Moi, je pense qu'il faut juste choisir son poison. Puis moi, le poison que j'ai choisi, c'est, toutes mes épreuves, je vais les transformer en force. Tout ce qui m'a mis par terre, ce sera ma victoire. Tout ce que les gens disent, ça c'est dégueulasse de toi, ça sera mon plus grand bonheur à moi. C'est ma seule façon d'être libre. C'est d'accepter mon lambeau comme étant le résultat de mes choix, de mes décisions. C'est quelque chose que j'ai choisi de garder dans ma vie. Puis c'est ça. Moi, c'est ma manière, c'est le chemin que j'ai décidé d'entreprendre. J'ai décidé que de toute façon, j'ai passé toute ma vie à essayer de plaire à tout le monde et ça marche pas. Ça marche pas. Et quand tu fais... à chaque fois que j'ai essayé de plaire à tout le monde, j'ai été atrocement déçu et je me suis méprisé au plus haut point. Donc, tu sais, il n'y a rien à... Et comment tu fais le switch entre la validation que tu cherches chez les autres et le fait de chercher que ce qui te plaît à toi? Mais je Parce pense que, pas en fait, par quoi tu l'as remplacé, tu vois? Mais on fait jamais le switch. C'est pour moi, par exemple, mettons dans mon cas à moi, où ce que j'observe beaucoup, c'est une des basses pulsions, c'est de chercher à plaire à tout le monde. Ça serait l'équivalent de manger du fast-food. OK? C'est comme, c'est la basse pulsion. Si je suis pas conscient que c'est ça que je fais à tous les jours, je suis en danger. Donc, pour moi, la clé, c'est juste d'être conscient que je suis soumis à des basses pulsions. Et de faire le choix de ne pas y aller. Ça veut pas dire que ça m'invite pas puis ça m'attire pas comme tout le monde. Ça veut juste dire que je me dis, ça c'est une basse pulsion pour toi, Adib. Là. Tu le sais. Tu sais que si tu vas là, c'est ton fast-food. So, va pas là. Et ça correspond à quoi aujourd'hui dans ta vie? Ça correspond à genre... moi, ce que je fais, les projets que je fais, encore à ce jour, je sais que je vais m'attirer du jugement, je sais que je vais m'attirer des critiques, je sais que je vais m'attirer, je le sais tout ça. Je sais que je me mets pas dans des situations où je crée l'unanimité et puis où je fais l'unanimité et je me dis ouais, mais est-ce que tu fais l'unanimité en toi? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tous les fragments de ton identité à toi, est-ce qu'ils sont unanimes pour te dire ouais, c'est la bonne chose à faire?
Moi, j'y crois à ces choses-là. Je crois qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs facettes de notre identité et il y a certains gestes qu'on pose qui fédèrent toutes ces facettes-là. Sauf l'ego, sauf l'image qu'on a de soi-même. Mais cette image-là, je veux dire, c'est le combat. C'est le combat de ne pas souscrire à la dictature de notre image. Puis de rester des êtres humains faillibles. Puis de faire de son mieux. Puis de se relever quand... Tu sais, avant de faire un truc, je me dis toujours, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Souvent, la réponse pour moi, c'est tout le monde me pointe du doigt puis il se moque de moi. OK? Ça, c'est comme... Ça, c'est genre mon pire cauchemar. C'est genre, toute la planète me pointe du doigt puis ils font, t'es pourri, genre, t'es nul, t'es de la merde, là. Tu sais, des fois, j'imagine, j'ouvre ma boîte courriel puis j'ai 8 milliards de hate mails. C'est littéralement écrit 8 milliards hate mails, genre, toute la planète au complet. Ils ont fait une chaîne de courriel pour te dire t'es pourri. Est-ce que t'es capable de te relever de ça? Puis la réponse, c'est oui. Ça veut pas dire que je vais pas me remettre en question, mais je peux me relever de ça. La première chose que je vais me dire, c'est pas la première fois que l'humanité au complet est méchante en même temps. Ça veut pas dire qu'ils ont raison, là. Tu comprends? Je veux dire, l'être humain est capable de faire des choses en majorité et d'être absolument imbécile. Je veux dire, tu regardes à travers l'histoire de l'humanité, c'est arrivé plusieurs fois que plusieurs millions d'individus marchent de manière grégaire dans une direction complètement abrutie. C'est arrivé. Donc, moi, je me dis, check, mon seul juge, c'est mon cœur. Moi, je le sais quand je fais quelque chose qui est bon pour moi. Je le sais dans mon cœur que je suis en train de faire la bonne chose. Je le sais. C'est pas une façon de parler. J'attends dans mon cœur voir si je me sens bien ou pas. Genre, si je sens comme un relâchement physique dans ma poitrine, si mon cœur, il se gonfle, puis je sens que, OK, c'est la bonne chose, là. On est en train de faire de la bonne chose. Le cœur, l'image du cœur, le symbole du cœur, le cerveau du cœur, c'est quelque chose qui existe à travers des écrits philosophiques, religieux, spirituels, même à travers ce qu'on pourrait appeler de la littérature athéiste ou agnostique. Le cœur, c'est pas un débat. Il n'y a pas de débat sur la planète. Quand on dit « suis ton cœur », tout le monde sait de quoi tu parles. OK? So, moi, je prends ça très au sérieux. Moi, c'est écrit, je suis une personne spirituelle, je suis une personne croyante. C'est écrit dans des livres religieux. Et ton seul juge, c'est ton cœur. On dirait que les gens ont oublié ça. Je comprends même pas comment on est passé à côté de cette vérité-là. En réalité, il n'y a pas tant d'autres vérités que écoute ton cœur. Tu sais, on me demande quelque chose, je m'arrête 2 minutes, puis je me dis, OK, qu'est-ce que mon cœur a à dire? Si mon cœur a rien à dire, ça veut dire je dois juste attendre un peu. Tu sais, je dois attendre Des fois, je réponds non parce que justement, je sens rien. Je sens rien. Alors, je préfère attendre que le juge soit présent pour me dire oui ou non. Et je dis pas que je suis pas, comme tout le monde, soumis à mes plus basses pulsions. Par-ci, par-là, ça m'arrive très fréquemment même. À chaque jour, je me vois faire des trucs que je trouve complètement stupides, mais je pense que le but, c'est de savoir comment se pardonner pour se relever de sa propre imbécilité, puis recommencer à zéro tous les jours. Elle se situe où ta confiance en toi et en tes projets actuellement? Parce que je pense que c'était toujours avec PB dans le podcast qu'il disait t'as l'air d'avoir toujours genre confiance en toi, de savoir ce que tu fais, t'as 1 milliard de projets différents, de la musique, du cinéma, machin. Et donc les gens ont tendance à penser que c'est genre parce que t'as pas peur. Et toi, t'étais là genre shit, of course I do. Ben oui, j'ai juste peur en fait. Parenthèse, je pense que c'est une des phrases que j'associe le plus à toi. Parce que dans pas mal de sketchs ou de podcasts et tout, juste tu fais une phrase et puis t'ajoutes « et j'ai peur ». Et j'ai peur. mais c'est vrai, une de mes analogies préférées, c'est le surfeur. Je sais pas pourquoi, sûrement parce que à chaque fois que j'ai été dans le sud, dans des pays où il y avait des vagues, parce que nous ici on n'a pas de vagues, on a juste des lacs, ok?
chaque fois, je regarde les surfeurs, puis ils ont les plus beaux corps du monde, là. Je veux dire, ça me fascine à quel point le ou la surfeur, les surfeurs, leur corps est sculpté par un sport qui est tellement unique. C'est un rapport avec les vagues, là. Il n'y a aucune autre manière. Il n'y a aucune autre manière d'avoir ce corps-là que d'apprendre à se tenir en équilibre sur des vagues, OK? De un, de deux, chaque vague peut les tuer. Ça me fascine. Chaque vague peut les tuer. Genre, il n'y a pas une vague qui peut ne pas les tuer. Et eux, ils sont là, tranquilles, avec leurs cheveux au vent, genre, en train de faire ça pour personne. Personne les regarde. Personne les regarde. La vague a fait 5 mètres de haut. Lui, il est là comme un con. Il est en train de faire... Tout ça, pourquoi? Juste parce qu'il aime ça. Juste parce qu'il répond à l'appel. Il a vu l'eau lui a dit, viens essayer ça. Il a répondu à l'appel, il aime ça, il le fait tous les jours. Ça finit là. Moi, j'aime ces images-là, moi. Ça me parle. Moi, je me dis, OK, comme... C'est pas parce que quelque chose peut te tuer que tu vas pas le faire. C'est quoi ça? Sinon, on ferait rien. Des fois, je me dis, imagine le gars que lui, il a vu un fil de fer puis s'est dit, fuck it, moi, je marche là-dessus. Tu sais, comme... Tu sais, les gens, les funambules, là, t'imagines, t'es l'époux ou l'épouse d'un funambule ou d'une funambule. Genre, à quel point vous avez des conversations bizarres, genre, est-ce que t'es obligé de faire ça? Est-ce que t'es obligé d'aller marcher entre 2 gratte-ciels? Genre, t'as une famille. Tu penses pas à tes enfants. T'imagines, tu perds ton père parce qu'il est tombé. Pour rien. Rien. C'est rien. C'est juste... En fait, je dis que c'est rien, mais c'est tout. C'est ça la vérité. C'est rien, mais c'est tout. Marcher sur un fil de fer entre 2 gratte-ciels de 150 étages, c'est rien. Dans le sens où... Qu'est-ce que t'as gagné à faire ça? T'as gagné rien. Mais t'as gagné tout. Parce que tu t'es dépassé. Parce que t'as répondu à l'appel. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui disait, OK, ça fait peur, mais tu vas le faire quand même. Est-ce que t'es prêt à le faire? Ouais. Mais ça, c'est un individu, un être humain, un homme, une femme qui se tient debout devant ses peurs et qui dit, je vous vois et je m'en bats les couilles, genre, je continue. Ben moi, je pense que ça nous parle à un niveau plus profond que l'interprétation rationnelle du monde. Je pense que ça nous parle à un niveau archétypal, métaphysique, spirituel. Je pense que quand on voit des gens se relever ou se tenir debout face à leur peur, il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous qui nous dit c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu ça qui m'habite. Moi, je suis terrorisé, comme tout le monde, par tout ce que je fais. À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai fucking peur. Je viens de sortir un album, j'ai passé 2 ans à me chier dessus, mais grave. Et quand j'avais peur, des moments où j'avais très, très peur, je me disais, mais tu me connais pas, je vais le faire quand même. Tu comprends? Comme, Ouais. je m'en fous. Comme, OK, je vois la peur, je le fais quand même. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai mis dans mon agenda. C'est comme ça que je me parle. Genre, la date est dans l'agenda. Qu'est-ce que tu vas faire? On va appeler les gens, on va leur dire enlever la date dans l'agenda. On s'est commis, là. Tu sais? C'est pour ça que je trouve que mettre des dates dans l'agenda, c'est super important. C'est ça la conclusion de ma diatribe. Parlons de musique d'ailleurs, mais déjà bravo. Moi je t'avoue, j'étais pas du tout au courant et genre j'étais sur ta page Facebook pour aller chercher ton adresse mail et puis j'ai vu ça, j'ai fait what? Ok. Je suis pas sur la bonne en fait. Et puis du coup j'ai écouté, j'ai fait putain mais c'est chambé donc bravo. Merci. Et puis ouais c'est tellement fou de... Mais de nouveau, il y a ce truc de peur et d'oser aller dans des domaines où les gens n'ont pas l'habitude de te voir et c'est prendre le risque. Ils te disent, mais pourquoi tu restes pas là où t'es bon, ouais. où tu sais que t'es bon? Ouais. Un peu comme genre Donald Glover quand il a commencé Childish Gambino et que tout le monde était là, mais genre, pourquoi tu fais weird, ça? Là. Ouais. Ben, je me suis beaucoup
dans mes modèles contemporains, parce que j'en ai aussi qui sont morts depuis longtemps, dans mes modèles contemporains, il y avait lui, parce que je me rappelle, en 2012, quand il a sorti son premier, je pense, c'est un de ses premiers projets rap, j'étais tombé sur la vidéo, j'ai écouté, j'ai vraiment aimé ça. Et après, je lisais les commentaires. Et tous les commentaires, c'était genre, ouais, mais pour qui il se prend, blabla, il devrait rester à faire ci, il devrait rester à faire ça. Puis ça m'avait fasciné parce que moi, j'avais instinctivement trouvé ça très bon. Ensuite, j'ai lu les haters et j'ai revu la vidéo à travers le regard d'un hater. Puis j'ai dit, OK, c'est comme ça que tu regardes c'est comme ça que tu regardes les choses quand tu détestes le courage. Quand tu méprises le courage, tu trouves le moindre détail pour rabaisser l'autre personne. Tu ignores tout ce qu'il y a de magnifique dans ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Tu cherches là où je vais le prendre en défaut et je vais le rabaisser. Ça m'avait fasciné parce que Childish Gambino, je veux dire, aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde que c'est juste un artiste. Puis quand il a commencé, c'était comme... Puis moi, c'était littéralement un de mes modèles. J'étais comme, yo, je me reconnais en ce gars-là. J'ai envie de tout faire. Fuck vous. Je m'en fous. Genre, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Que genre, je perde des amis. J'en ai déjà perdu plein des amis. Entre toi et moi, je suis à un moment de ma vie où j'ai pas besoin d'amis. Genre, j'ai mes 2 amis d'enfance. Et ils vont jamais partir. Pour 10 000 raisons. La vie a essayé de nous séparer 10 000 fois, puis ça arrive ça arrivera pas. So, tu sais, je veux dire, de toute façon, moi, je ne choisis pas ce que je fais. C'est ça l'autre truc aussi que j'essaie d'expliquer aux gens. Je ne choisis pas ce que je fais. Je me réveille pas le matin et je me dis, il faut que je fasse de la musique. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui germe en toi et que tu as honte d'assumer. Et tu te dis, ben non, c'est pas vrai que je vais faire ça. Parce que j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Et genre, et là, là, t'as des textes qui sortent, t'as des mots qui traversent ton esprit, t'as tes doigts qui veulent toucher à un piano ou à une guitare, t'as des mélodies, des harmonies dans ta tête qui t'empêchent de dormir. C'est pas genre... on dirait que les gens ils ont une vision très lisse de la création. Non, c'est une maladie. C'est quelque chose qui s'empare de toi. C'est pas toi qui s'empare du médium. Après, je pense qu'il y a une manière d'exécuter puis de sentir qu'on a du plaisir puis du bonheur à le faire. On se sent à sa place. On sent qu'on fait la bonne chose. Mais je serais plutôt de l'avis que on choisit pas vraiment les choses qu'on doit faire. Moi, je pense pas que on choisit beaucoup de choses dans la vie. On choisit le niveau d'exécution. C'est ça qu'on choisit. C'est combien de minutes je vais mettre sur les détails. Est-ce que tel mot, je vais le travailler encore ou pas? Mais je veux dire, l'idée d'un beat ou d'une chanson ou d'une mélodie ou d'une progression d'accords ou un film ou un plan ou une photo, c'est pas moi qui ai choisi. Moi, je marche dans la rue, je vois un truc, puis il y a quelque chose qui me dit « prends-le en photo ». C'est pas moi qui ai choisi ça. Moi, je marchais. Moi, je suis en train de vivre ma vie. Et j'entends un truc qui dit « note cette idée, c'est un personnage dans un film ». OK. Bon, ben j'arrête mon activité puis je note l'idée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça m'a été... ça a été commandé à l'intérieur de moi. Tu sais, je sais pas comment ça marche pour tout le monde, la création, mais moi, j'ai pas l'impression que j'ai pas un mot à dire là-dessus. C'est pas moi qui décide. Du coup, t'as jamais de problème genre de productivité? Non. Je te jure, non. Je pense qu'avant, j'avais un peu honte de le dire juste pour pas déranger personne, mais j'ai jamais eu de problème de... C'est-à-dire que si j'ai rien à écrire, je fais autre chose. Je me casse pas la tête. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais. C'est-à-dire que ça peut faire genre 10 jours, j'ai rien écrit. Je suis pas en train de me dire... En fait, je suis déjà passé par un endroit dans ma vie où je me disais, il faut écrire à tous les jours. Ou il faut faire ci à tous les jours. Il faut pondre un truc à tous les jours. Puis derrière les il faut, il y a juste de la merde. Là. Tu sais, c'est comme il faut. Genre, qui a choisi qu'il faut? Non. Genre, moi, je préfère m'exposer à de la beauté à tous les jours. Ça, c'est quelque chose que je choisis consciemment de faire. Moi, ça, c'est une de mes règles d'or. C'est genre, je veux pas que tu crées à tous les jours, Adib, je veux que tu t'exposes au maximum de beauté. Je vais donner le meilleur exemple, OK? Si j'ai le choix et j'ai le temps entre le chemin le plus rapide et le chemin le plus beau, je prends le chemin le plus beau. Toujours. Juste pour m'exposer à de la beauté. Parce que je pense que ce qu'un individu, une individu trouve beau, c'est ces choses-là qui appellent la créativité. C'est un appel. C'est ça qui dit, OK, viens me prendre. Genre, prends-moi, là, j'ai vu quelque chose de beau. Tu sais, c'est un dialogue. C'est pas genre, je m'assois devant un papier, puis là, je pousse comme un tortionnaire ou un tyran qui dit, vas-y, sors-moi quelque chose. Non, c'est plus genre, OK, j'ai fait exprès d'aller, j'ai regardé, genre, il y a des oiseaux qui viennent se poser. Si je les regarde pendant genre 20 minutes, je sais que je les trouve beaux. Je les trouve beaux. Si je te dis, j'aime ça. Je regarde les oiseaux. Puis là, je sais que c'est fini. Il y a quelque chose qui va s'écrire maintenant avec des oiseaux. Parce que je les ai trouvés beaux. Moi, je pense que la beauté, c'est ça qui appelle la créativité. Puis des fois, quand je dis beauté, ça peut être de la laideur aussi. Ça peut être quelque chose que tu trouves laid, mais des fois, il y a des choses qui sont laides. C'est juste une question de temps avant qu'on les trouve belles et vice-versa. La beauté, c'est une question de contexte. C'est une question de où est-ce que tu es dans ta vie. Mais j'essaie au maximum de placer mes yeux et mon corps dans des dispositions où je trouve qu'il y a de la beauté qui m'entoure. Et puis, ça facilite beaucoup les choses, moi, je trouve, en création. Moi, j'écris pas des jokes, puis j'écris pas des chansons, puis je fais pas je fais pas de la fiction. Moi, je raconte des histoires. Ça a toujours été ça, mon truc dans ma tête. Je raconte des histoires. C'est ça ma force. C'est là que je sers à quelque chose. L'art de raconter des histoires me plaît. Le côté artisanal aussi, le côté travailler, retravailler, ficeler un mot à l'autre, trouver des mots, aller à la recherche d'un nouveau mot, inventer des tournures de phrases, jouer avec des expressions, creuser pour trouver des aphorismes puis les modifier à ma sauce. Genre, pour moi, tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu qui est réel. Alors, j'aime raconter des histoires, j'aime l'art de raconter. Donc, que ce soit, mettons, des fois, j'ai l'impression juste... C'est un peu comme dans les... J'imagine que c'est les artistes de la Renaissance, surtout, là, mais il y a une époque où les artistes faisaient tout. Ça a déjà existé, cette époque-là, où un artiste, ça faisait de la peinture, de la sculpture, c'était très impliqué dans les domaines scientifiques. Je sais pas, ça faisait de la recherche de tissus, de la couture, ça faisait plein de choses, du théâtre. Si un artiste faisait une sculpture, puis qu'après on lui disait, ouais, mais hier t'as fait une peinture, pourquoi t'as fait de la... Puis là, ok, mais est-ce que c'est parce que t'as peint que tu peux pas sculpter? Est-ce que c'est parce que t'as sculpté que tu peux pas peindre? C'est juste des matériaux différents. Au final, c'est juste des gens qui cherchent à exprimer quelque chose. Et du coup, quand tu fais des choses comme genre jouer dans Mathias et Maxime de Xavier Dolan, vu que c'est pas toi qui l'as écrit, comment t'appréhendes la chose? Ben, moi, je pense que plus je vieillis, plus j'accepte que je suis possiblement un acteur. Je pense que je suis un acteur maintenant. Je pense que maintenant, je peux dire qu'après 10 ans de jeu, je comprends un peu ce que c'est que de prêter son corps à une identité qui n'est pas la tienne. Je commence à comprendre ça. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à dire que j'acceptais pas vraiment qu'on me dise que c'était un acteur, parce que je suis comme... J'ai vu des bons acteurs dans ma vie, je sais pas... Tu
tu sais, je veux dire, je joue bien la comédie, je pense, mais je suis pas sûr que je peux incarner des choses que j'ai vu des gens incarner, tu sais. Mais maintenant, je pense que si je m'y mettais vraiment, il y aurait une possibilité que j'atteigne un standard de qualité où je me dis à moi-même, genre, OK, Adib, genre, je suis fier de toi, je pense que t'es allé au bout de toi. Mais quand j'ai fait, par exemple, Mathias et Maxime, moi, je trouve le rôle, il est vraiment microscopique, il est tout petit, j'étais juste content d'être là. Le film reposait pas sur mes épaules. Il cherchait principalement un personnage, Xavier cherchait un personnage, je pense, qui vienne alléger un peu la tension dans certaines scènes. Et puis, je trouvais que pour moi, c'était une bonne entrée en matière dans le drame. Parce qu'on me demandait pas d'être hilarant, mais on me demandait pas non plus de porter un film sur mes épaules. On me demandait d'être un espèce de petit coup de vent dans une scène, une espèce de vent de fraîcheur pour venir détendre un peu l'atmosphère. Puis pour moi, c'était très, je veux dire, c'était très, très, très faisable. Après, maintenant, j'accepte plutôt... En fait, je refuse 99% des rôles qui me sont offerts. Et je les refuse parce que j'ai l'impression que je peux pas apporter quelque chose. C'est mon impression. On me donne le rôle, on me dit, on te voit faire ça, puis je me dis, non, c'est pas moi, je peux pas vous donner quelque chose pour ça. Il y a quelqu'un de meilleur que moi quelque part. J'ai refusé un rôle il y a quelques années, et le gars qui a décroché le rôle après que je l'ai refusé, il y a 3 ans de suite, il a gagné le prix du meilleur interprète. Et j'étais tellement content pour lui, parce que je me disais, je savais qu'il y avait quelqu'un de meilleur que moi. Tu comprends? Comme c'était ça mon idée. Mon idée, c'était de me dire, c'est pas parce qu'un agent de casting ou un réalisateur ou une réalisatrice, il a dit, je pense que telle personne fitterait dans un rôle qui m'a cerné. Moi, je pense que je sais ce que je peux apporter pour un rôle. Puis je refuse la majorité des rôles parce que je pense que les gens me cernent pas très bien. Mais ça, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'on me cerne pas bien. Souvent, on me dit, on me donne souvent des rôles d'intellectuels extravertis. OK? Je suis comme... Moi, je me considère comme une personne vraiment stupide, premièrement. Moi, je me trouve vraiment... je trouve que je suis un imbécile. Un imbécile heureux, même. Je suis à l'aise de rien savoir. Je suis à l'aise de comme, poser des questions. Puis je suis à l'aise d'apprendre. Mais je veux dire, moi, je me vois au quotidien, puis je suis un con. Puis, deuxièmement, je ne suis pas un extraverti. Je suis un introverti. J'ai de la difficulté. Je suis pas un social butterfly. Je suis pas un gars qui est comme, hey, on va voir des gens. C'est comme, non. Je veux pas voir beaucoup de gens. C'est pas quelque chose que j'aime. J'aime voir des gens dans le contexte du travail. Mais si tu me demandes de jouer un extraverti, il faut que j'étudie. Il faut que j'étudie le personnage. Il faut que j'étudie l'extraversion. Il faut que je passe du temps avec des extravertis pour rentrer en contact avec leur besoin d'être entouré de gens. Parce que moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai besoin d'être isolé. J'ai besoin d'être dans un milieu familial restreint avec idéalement les mêmes personnes à tous les jours. Tous les jours, les mêmes personnes. C'est là-dedans que je me sens heureux. Est-ce que dans le stand-up, t'as l'impression de jouer encore un personnage? Non. Mais en fait, je pense que je m'attrape au vol quand je joue un personnage. Genre, il y a 1 an et demi environ, je travaillais comme sur un bit. Je travaillais sur un bit que ça me faisait rire. Moi, ça me faisait rire. Je trouvais ça fucking drôle parce que, je laissais parler une partie tellement adolescente de mon identité, un vrai imbécile là, qui monte sur scène puis qui veut juste faire chier les gens, mais juste pour être espiègle, tu sais comme un côté espiègle dans un bit. Puis je me rappelle au début ça me faisait rire, les gens ils riaient puis j'étais tellement content là, j'étais comme ça rit si les gens ils rient, ils embarquent avec comme ils rentrent dans l'univers de moi qui est con puis j'aime ça, tu sais. Puis à un certain moment je sentais que le beat, ça parlait un peu de ma compagne, mon épouse, puis là, je sentais que les gens riaient pas pour les mêmes raisons que moi. Moi, je riais parce que je me trouvais con d'abuser de mon pouvoir d'humoriste sur scène et de ridiculiser
une manière de parler du couple. Et je sentais que les gens le prenaient un peu trop sérieusement. Puis je rentrais à la maison, puis j'étais en voiture, puis je faisais mes debriefs avec ma femme, puis je disais, yo, comme, les gens, ils rient, mais comme, je suis pas à l'aise avec les rires, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Puis, en discutant avec elle, j'ai réalisé, OK, c'est parce que, genre, j'ai pas tout dit. Tu sais, il leur manque de l'information sur comment je me sens réellement par rapport au sujet. Donc, j'ai développé le bit en disant, si je ris de telle chose, j'ai pas le choix d'être 100% honnête. Parce que je veux pas induire les gens en erreur. Je veux pas que les gens, pour mon simple plaisir à moi, mon simple bonheur à moi, rire des gens que j'aime, juste pour qu'eux, ils s'amusent. Non, moi, je veux rire des gens que j'aime pour montrer à quel point je les aime. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, je me mens. Ouais. Des fois, je me mens à moi-même sur scène parce que je deviens un junkie des rires, genre. Tu sais, j'en veux plus. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Jusqu'à oublier que, à la base, ben, yo, regarde, t'es là pour dire quelque chose plus que faire rire les gens. Moi, je pense que ça, c'est des prises de position. C'est des prises de position philosophico-morales en art. Est-ce que t'es là plus pour divertir ou dire quelque chose, ou dire quelque chose plutôt que divertir? Chacun choisit. Chacun choisit. Et je pense pas qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre. Moi, je pense que les deux se valent à 100%. Je pense que l'inconfort naît quand le divertissement occupe tout l'espace puis il n'y a plus de place pour dire des choses, ou l'inverse. Quand il y a juste des gens qui veulent dire des choses et que les gens qui veulent divertir sont ridiculisés. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime quand il y a un équilibre. J'aime que ceux qui sont nés pour alléger la journée de quelqu'un puissent faire leur travail. Puis j'aime quand ceux qui sont nés pour creuser, aller faire du scuba diving dans une pensée, puis aller voir au fond de la pensée qu'est-ce qui se passe, puis remonter. Donc, tu sais, pour revenir aux surfeurs, j'aime qu'il y ait des surfeurs et j'aime qu'il y ait des scuba divers. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que les gens vont comprendre scuba divers, genre si je dis ça. Oui, la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, oui. exactement. Mais le fait de le dire en anglais donne un côté un peu absurde, parce que scuba dive, ça fait vraiment Scooby-Doo. Et le mettre à côté du mot pensée et réflexion, je trouve ça très drôle. Ouais, c'est ça. C'est comme, pour moi, c'est comme dire le divertissement, c'est moins bien que ceux qui essayent d'aller en profondeur dans une pensée. Ben, c'est comme si justement on allait à la plage puis on disait, ben, ceux qui font de la plongée sous-marine, c'est vraiment mieux que ceux qui font du surf. C'est comme, non, les deux sont compliqués pour des raisons complètement différentes et les deux apportent un grand, grand bien-être à beaucoup, beaucoup de gens pour des raisons totalement différentes. Je pense que là, ça fait 10 ans que je fais de l'humour. Je pense que l'année dernière, j'ai senti que je commençais à avoir une certaine facilité à montrer le vrai Adib aux gens. Dans le sens que je pense que des fois, il y a des jokes que je fais sur scène maintenant. C'est des jokes que je ferais avec ma femme à la maison, ou avec ma sœur, ou avec ma mère, ou avec mes meilleurs amis d'enfance. Et quand j'ai atteint ça sur scène, j'ai eu un feeling où je me disais, je commence à être plus vrai avec les gens, là, t'sais. Puis je veux pas dire plus vrai en disant que c'était un mensonge ce que je faisais autrefois. Je veux plus dire que c'est un peu comme nager avec des flotteurs. Tu sais? C'est comme j'enlève mes flotteurs maintenant. Je fais plus confiance à... Commence à y avoir beaucoup de monde là dans ton plan d'eau. Ouais, mais moi, je suis un obsédé, là. J'adore la natation. J'adore la natation, j'aime trop ça. Mais ouais, c'est... Ou peut-être, je sais pas, là, c'est comme... On peut parler peut-être de béquilles ou de canne, ou c'est comme... C'est ça, là, c'est comme... C'est ça, c'est comme si t'arrivais quelque part avec une canne juste pour être sûr que... Genre, t'as tout ton équilibre, puis un jour, tu commences à tranquillement déposer la canne, puis tu dis, j'ai plus besoin de la canne. Je pense que je peux juste marcher comme... Je peux boiter même devant les gens, je suis à l'aise. Mais en fait, moi, un truc que je trouve assez compliqué, et je commence pas mal à réfléchir à ça, c'est que en humour, une fois que tu trouves un peu ce que t'es, ton style et tout, c'est très compliqué de pas devenir un cliché de soi-même. Ouais, t'as raison.
T'as 100% raison. C'est dur. C'est dur. C'est vrai parce que... Puis la raison pour laquelle on devient des clichés de soi-même, c'est parce qu'on tombe amoureux du résultat que le soi qu'on a inventé nous procure. C'est comme on investit sur une identité. Cette identité-là nous rapporte quelque chose et on devient accro à cet échange. Mais mais à la base, je veux dire, la responsabilité de tous et chacun, c'est le jour où t'en as marre de toi, tu prends ce sentiment-là de j'en ai marre, tu restes connecté avec ce sentiment, puis tu l'emmènes sur scène. Tu parles avec ce sentiment-là. Et déjà, t'es plus un cliché. Mm-hmm. Déjà, t'es plus un cliché parce que t'es allé montrer aux gens, regarde, j'en ai marre de... Ouais, on revient au fait qu'il faut être conscient des choses dans lesquelles on tombe, quoi. C'est Comme ça. tu disais tantôt. Moi, je pense que quand on apprend à se pardonner, on est plus en danger. Parce que si tu réalises que ça fait 6 mois que t'es un cliché de toi-même, puis tu te dis, waouh, je suis un cliché de moi-même. OK, je me pardonne. J'ai réalisé que j'étais un cliché de moi-même. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis ça va me réarriver. Ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Moi, je connais tellement d'humoristes. Ce qui a fait leur succès, c'est devenu c'est comme, ils reprennent d'un spectacle à l'autre exactement les mêmes éléments qui a fait leur succès au premier spectacle ou au deuxième spectacle. Et je réalise que les gens, en réalité, ils se fatiguent pas de la répétition. Il y a beaucoup d'humoristes chacun de leurs spectacles est fait sur le même modèle. Et les gens ne semblent pas affectés par ça. Donc, je pense que Mais non, justement, c'est un peu comme en musique, quand Bon Iver change de style, tout le monde est là, wow, putain, quoi, mais c'est weird et tout, parce que c'est ce que tu vas chercher chez la personne, quoi. Ouais, et donc, tu te sens un peu, pas trahi, mais t'as plus tes repères, quoi, dans ce que t'aimes. Mais moi, je fais partie de cette école de pensée. Moi, j'aime... Mon groupe préféré, c'est Radiohead. Entre parenthèses, Tom York. Je le mets... Sa carrière solo aussi, c'est comme... J'adore. Puis j'adore qu'ils aient fait, genre, la meilleure musique rock, genre, des années... Je pense, fin 90, début 2000. Puis qu'à un certain moment, ils ont fait « Fuck tout le monde ». On fait de la musique électronique maintenant, alors que c'était pas cool. C'était pas cool. Mais pour moi, ça, c'est la vraie liberté. Puis regarde, moi, je trouve qu'aujourd'hui, leur fanbase est peut-être moins gros que ce qu'ils avaient autrefois, mais il y a une qualité de fanbase. Il y a une qualité. Tu regardes les commentaires en dessous de leur vidéo, tu regardes les commentaires en dessous de ce qu'ils font. C'est genre un rendez-vous pour les gens. Les gens, on n'a pas d'attente face à eux. On s'attend à rien. On les aime. On veut voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont à dire. On veut explorer. Il y a une manière de faire de l'art, d'être un artiste, d'être une artiste, et de rien devoir à personne, mais de créer une relation où les gens, ils viennent explorer qu'est-ce que t'as à offrir. C'est qu'à un certain moment, il faut aussi se dire, yo, mon premier spectateur, c'est moi. Si moi, je suis pas fier de moi, si moi, je trouve ça pas bon, si moi, je trouve ça pas bon ce que je fais, il y a un problème. Je veux dire, il y a un problème. Moi, je suis contre l'idée que il faut se diminuer puis se dévaluer pour j'aime pas trop, mon spectacle il est pas assez bon, moi je suis pas assez bon, moi je suis pas assez si. Non, comme il y a des choses sur lesquelles tu vas travailler. Mais tout ce que tu dis, tu le dis parce que c'est bon. Tu le dis parce que t'aimes ça. Sinon, dis-le pas. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je comprends pas pourquoi avant je disais « Ah, mais c'est pas assez bon ce que je fais. » Bro, si c'est pas bon ce que tu fais, ferme ta gueule. C'est ça que je me dis comme maintenant. Pourquoi tu vas monter déranger les gens avec quelque chose que toi-même tu trouves pas bon? Tu sais? C'est juste, je me trouve même pas... Ah ouais. C'est comme, non, voici le meilleur que j'ai à offrir en ce moment. Je trouve ça bon. Je sais que je peux m'améliorer, mais ça, c'est le mieux que j'ai en ce moment. Je le donne. Si Dieu veut, demain, je vais être un peu meilleur. Mais ça, il n'en tient qu'à moi de m'améliorer, puis de trouver mes faiblesses, puis de travailler dessus.
Mais je pense que l'exercice, c'est de dire, OK, j'ai été au bout de ma réflexion, j'ai été au bout de ma vérité. Voici le plat que j'ai à vous offrir. Et puis, est-ce que ça va vous plaire ou pas? Est-ce que vous allez revenir au resto? Je sais pas, mais moi, j'ai été au bout de moi-même. Moi, je dors bien la nuit, mais je sais que j'ai mis des bons ingrédients. Je sais que j'ai goûté, j'ai trouvé ça bon, tu sais. T'imagines le cuisinier, il cuisine, puis il trouve sa bouffe dégueulasse, mais genre, toute sa table d'hôte, il la trouve dégueulasse. Il passe son temps à dire dans la cuisine, yo, ma table d'hôte, c'est de la merde, il faut que je la travaille. Je comprends même pas comment les gens, ils viennent manger là, tu sais. Mais non, il faut qu'à la base, toi-même, pendant que tu cuisines, il faut que tu goûtes, puis tu dis, oh yo, c'est bon, tu sais, comme, moi, quand je fais des sauces, là, des sauces spaghetti, là, c'est ça que je fais, je goûte en plein milieu, je fais, ouh, ça va être une bonne sauce! je sais que c'est pas ma meilleure, mais elle est bonne quand même, tu sais, il y a quelque chose de bien quand même, mais ça, c'est pas ma meilleure. Ouais. Je pense que je vais faire... Les gens qui écoutent, faites compter le nombre de métaphores qu'il y a eu. Il y en a trop, hein? Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est marrant parce que des fois, genre, je vois que tu réfléchis et genre, c'est le moment où la métaphore, elle arrive. Ouais, parce qu'en fait, je m'explique les choses avec des images. C'est plus facile pour moi de m'expliquer un truc parce que j'ai l'impression que la vie est une poupée russe infinie. And we're back at it. Non, mais t'as pas l'impression que tout est une poupée russe de tout? C'est-à-dire que absolument tout est la métaphore de quelque chose d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. T'ouvres un truc, puis là, tu réalises, oh, mais ce truc-là, ça peut être ce truc-là, ça peut être ce truc. Et finalement, c'est comme... Il y a des connexions qui sont très profondes entre certains gestes, certains éléments, certains comportements. Et puis des fois, je pense qu'on se coince dans le rationnel, parce que c'est peut-être le plus grand mot, un des plus grands mâles de notre époque, c'est la prison du rationnel, essayer de tout expliquer avec le cerveau. Mais je pense qu'à la base, nous les humains, je pense qu'on est des animaux, archétypaux. On fonctionne avec des archétypes. Donc on est propulsé par des histoires. À l'intérieur d'une histoire, il y a des images. Je pense que les images résonnent très fort en nous parce que on a besoin de ces images-là pour avancer. Donc c'est pour ça que c'est sûr que comme j'aime bien m'expliquer les choses qui m'entourent, depuis longtemps, j'ai développé le besoin inconscient, là, c'est un réflexe, je m'en rends pas compte, mais de trouver comme une image qui va coller comme un morceau de casse-tête pour dire comme, OK, ça, c'est exactement ce que je cherchais pour comprendre ce truc-là. Puis il y a des trucs, je te jure, il y a des trucs, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des images pour les expliquer et ça me tracasse, vraiment. Genre, ça me tracasse parce que je sais que ça veut dire que je les comprends pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a des trucs... Ouais, ou peut-être juste que le fonctionnement est vraiment spécifique. Non, mais par exemple, la différence entre esprit puis âme. Ouais, va chier. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait des années que j'essaie de trouver une métaphore pour m'expliquer la différence, puis je le trouve pas. Et je sais que ça veut dire que je comprends ni l'esprit ni l'âme, mais pourtant, c'est des mots que j'utilise 10 fois par heure. Donc, j'utilise des mots que je comprends pas parce qu'ils ont un réel sens pour moi. Mais d'un autre côté, j'ai aucune manière concrète de les expliquer. Donc, je sais que je les comprends pas, sauf à un niveau tellement profond, sûrement un niveau genre, comme j'aime dire, métaphysique ou quelque chose qui est plus grand que nous, ce qui fait que genre je l'utilise quand même en sachant très bien que je sais pas ce que ça veut dire. C'est dommage, hein? C'est dommage. C'est dommage, la vie, c'est comme ça. On fait de notre mieux. Dernière question. C'est quoi le dernier truc que t'as appris à ton sujet? Moi, personnellement? Par rapport à moi? Ouais. Le truc où tu t'es dit, oh putain, c'est pour ça, ou c'est comme ça que je fonctionne, ou c'est ça que...
Oh, bonne question. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis en thérapie depuis 8 ans, hein, j'apprends des choses à chaque semaine sur moi que je suis comme, mais non, c'est pas vrai. Genre, je suis assis en thérapie, puis je suis comme, mais non, je suis comme ça, mais ça se peut pas. Après ça, je dis, mais en même temps, oui, c'est tellement moi. Mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça? Genre, j'apprends des choses à chaque semaine. Je sais pas, comme, je trouve que, en fait, la dernière chose que j'ai apprise, une des dernières choses que ma psy m'a dites, c'est le truc que je t'ai dit par rapport à quand je me suis rappelé que quand j'étais petit, j'étais l'enfant qui allait frapper aux portes de tout le monde pour dire venez jouer. J'organisais les parties de cache-cache ou des parties de foot, des parties de baseball ou de hockey, tout ça. Puis j'ai toujours fait ça. Puis dans l'âge adulte, moi, j'ai développé un truc, c'est que je pense qu'à force de trahison, à force de voir la méchanceté, à force de voir la souffrance inutile, j'ai développé un peu une espèce de si quelqu'un me fait chier, je veux plus jamais jouer avec lui. T'sais? Si quelque chose me dérange, je m'approche plus jamais de cette personne, je m'en éloigne pour toujours. Puis quand je suis retombé en contact avec l'enfant que j'étais quand j'étais petit, qui allait frapper à la porte des gens, je me suis rappelé que très souvent, on me disait « Non, j'ai pas envie de jouer avec toi. » Très souvent, on me le disait « J'ai pas envie de jouer avec toi. » Et je retournais quand même le lendemain frapper à leur porte. Et je suis revenu en contact avec ce côté-là de moi où je me suis dit « Mais ça, c'est le vrai moi. » Le vrai moi, il dit pas « Je veux plus jamais jouer avec quelqu'un parce qu'il a pas voulu jouer avec moi une fois. » Il retourne frapper à la porte le lendemain. Donc, la dernière chose que j'ai apprise à mon sujet, c'est que je dois réintégrer cet aspect-là de mon identité à ma vie d'adulte, qui est, peu importe la réponse, je préfère me faire dire non, je t'aime pas, je veux pas jouer avec toi aujourd'hui, mais avoir l'opportunité de revenir frapper à ta porte parce que je veux jouer par-dessus tout. C'est ça qui compte. Et je pense que c'est pas facile à assumer quand t'es un adulte pour 10 000 raisons. Tu veux construire ta vie autour de tes valeurs, tes principes, puis moi c'est ça, puis moi j'aime les gens comme ci, puis si quelqu'un est pas comme ça marche pas avec moi. Mais au final, je pense que la seule chose qui est vraie, c'est que par-dessus tout, il faut jouer. Il faut jouer. C'est juste ça qui compte. Il faut jouer. Et sinon, ça marche pas. Merci beaucoup, Adib. Merci à toi. Faut qu'on refasse ça, là. Mais à fond, moi, ouais, quand tu veux, vraiment, c'est très cool. Ben, merci. C'est très cool. Vraiment, j'ai passé un beau moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Les gens qui doutent. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous allez vous ruer sur les spectacles, les films, les vidéos, l'album d'Adib. La plupart est disponible sur Internet, donc je vous mets tous les liens dans la description et je note aussi tous les endroits où suivre Adib sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si vous aimez entendre des gens chouettes me raconter des choses tout aussi chouettes. Il est dispo sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, genre Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts, tout ça. Et vous pouvez soutenir aussi Les gens qui doutent via Patreon en faisant un don de la somme de votre choix. Pour l'instant, moi, je profite du confinement pour enregistrer plein d'épisodes avant que les spectacles ne reprennent et donc que j'ai moins de temps pour ça. Donc là, la semaine prochaine, j'ai 4 épisodes avec des artistes que j'aime trop. Donc j'ai vraiment hyper hâte de publier tout ça, de partager tout ça avec vous. Donc si vous voulez être tenu au courant de la suite, des publications et même de ce que je fais un peu sur le côté en dehors des gens qui doutent, donc je fais des chroniques, je fais des spectacles et tout, j'écris des brolles à gauche à droite, donc si vous voulez suivre un peu tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux en tapant Fanny Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, partout, tout le temps. Bisous. Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, l'hilarant Maxime Wathieu, qui, à chaque fois que je lui envoie un épisode, me dit « Mais meuf, mets des meubles dans ton appartement, ça résonne. » Et il a absolument raison. Désolée Maxime. Je t'aime.